Comme vous le savez, la maladie de Gaucher, c'est la maladie lysosomale la plus fréquente. Elle est liée à un déficit autosomique récessif en bêta-glycocérébrosidase ou exceptionnellement en son activateur qui est la sapocine C. Elle est caractérisée par un spectre clinique très hétérogène avec un retentissement multiviscéral et il faut savoir que c'est la première maladie à bénéficier de l'enzymothérapie substitutive qui a complètement transformé le pronostic. En Tunisie, la maladie de Gaucher, c'est la maladie lysosomale la mieux caractérisée, aussi bien sur le plan épidémiologique, clinique et génétique. Et avec le registre national de la maladie de Gaucher, on a pu recenser le maximum des cas de maladie de Gaucher et ainsi améliorer donc les données, donc recenser toutes les données et la prise en charge de ces maladies, de ces malades-là. Un peu de rappel, histologique, il faut savoir que la maladie de Gaucher tient son nom à, docteur Philippe Charles Ernest Gaucher, qui est un, histologiste français qui a décrit en 1882, dans sa thèse de doctorat en médecine intitulée «De l'épithélioma primitif de la rate», le cas d'une dame décédée à l'âge de 32 ans qui avait une hypertrophie très, très importante de la rate, qu'il appelle une hypertrophie idiopathique puisque ça n'a pas été lié à un problème hématologique, donc une leucémie. Et dans l'autopsie, a révélé la présence de cellules, de grandes cellules. Donc, comme vous voyez sur la plaque, ce sont des grosses cellules avec un noyau excentré, un cytoplasme qui est abondant et plissé comme du papier froissé dont il a donné son nom. Donc, ce sont les fameuses cellules de Gaucher qui vont devenir les signes révélateurs de la maladie. Sur le plan épidémiologique, la maladie de Gaucher, c'est une maladie panethnique avec une prévalence qui est variable selon les populations, mais qui a une prévalence globale de l'ordre de 1 sur 60 000 naissances vivantes. Toutefois, cette prévalence, elle est très variable, mais elle est beaucoup plus fréquente dans la population juive ashkénaze où elle devient une maladie non rare puisqu'elle touche moins de 1 sur 1000 naissances vivantes. En Tunisie, on a dit que la maladie de Gaucher, elle est bien caractérisée sur le plan épidémiologique. Une étude faite en 2016 a estimé la fréquence à 1 sur 108 000 naissances vivantes, bien que c'est une fréquence sous-estimée, puisque elle n'a pas recensé vraiment tous les cas de la maladie de Gaucher. Actuellement, le registre national de la maladie de Gaucher contient 152 cas de maladie de Gaucher confirmés, sans bien sûr considérer les cas familiaux non explorés. Ils appartiennent à 103 familles non apparentées et il y a uniquement 95 actuellement qui sont répertoriés. Les autres, on va enregistrer et faire donc le saisie des données au fur et à mesure. Un petit rappel physiopathologique, il faut savoir que la maladie de Gaucher est une maladie autosomique récessive liée à des mutations au niveau du gène GBA qui code pour la glycocérébrosidase. Cette glycocérébrosidase, elle est impliquée dans la dégradation du glucosylcéramide ou bien glycocérébroside pour donc donner du glucose et du céramide. Je vais mettre donc le pointeur. Ici, en cas de déficit de l'enzyme glycocérébrosidase ou exceptionnellement en son activateur, la saposidine C, il va y avoir une accumulation de ce glycoside céramide ou bien de ce glycocérébroside qui va s'accumuler au niveau des lysosomes. Donc, les lysosomes des cellules macrophagiques tissulaires, à savoir donc les cellules de la moelle osseuse, du foie, de la rate, et cetera, ils vont donner ce qu'on appelle les cellules de Gaucher déjà décrites auparavant. Cette accumulation va être à l'origine d'une surcharge tissulaire et viscérale en cellules de Gaucher responsable d'une partie des manifestations cliniques de la maladie de Gaucher, mais également d'un orage cytokinique par une activation macrophagique inappropriée par la libération de tous les types des cytokines pro-inflammatoires
qui vont être responsables d'une grande partie des manifestations cliniques de la maladie de Gaucher. Également, pour les manifestations neurologiques de la maladie de Gaucher dans sa forme neurologique, elle peut être expliquée par l'effet toxique du glycosylsphingoside au niveau cérébral. Donc, la maladie de Gaucher peut être classée auparavant en forme neurologique et forme non neurologique, bien que cette classification elle, soit très ancienne, elle remonte à 1962. Donc, elle est basée essentiellement sur l'existence ou non d'une atteinte neurologique primitive et sur le mode d'évolution de cette atteinte neurologique. Ainsi, on décrit le type 1 comme la forme non neurologique chronique, qui est de loin la forme la plus fréquente, avec 95% des cas dans la littérature. Elle touche aussi bien les adultes que les enfants, avec une expression phénotypique très hétérogène, mais elle reste viscérale. D'accord. Donc, pour les formes neurologiques, il y a le type 2 et le type 3. Le type 2 est caractérisé par sa forme neurologique aiguë. C'est la forme la plus sévère, avec une atteinte très très sévère, une atteinte tronculaire, donc qui emporte le patient avant l'âge de 2 3 ans. Et la forme neurologique chronique, qui touche à peu près 5% des cas, c'est l'apanage des enfants et des adolescents. Elle associe, en plus des manifestations viscérales du type 1, une atteinte neurologique progressive qui pourrait être sous forme d'une épilepsie myoclonique progressive, soit une apraxie oculomotrice, surtout horizontale, une ataxie, et cetera. Donc juste un petit mot sur la forme fœtale, qui est le variant périnatal létal. C'est une forme extrêmement rare, et elle est caractérisée par un début fœtal, par une anasarque fœto-placentaire. Il faut savoir que les maladies lysosomales, notamment la maladie de Gaucher, constituent la première étiologie d'anasarque fœto-placentaire non immunologique. Donc, en plus de la nasarque, il y a une arthrogrypose, une dysmorphie faciale. On peut avoir une l'ichthyose et la viscéromégalie, et le décès survient très rapidement, soit in utero, soit dans les premières semaines de vie. Il ne faut pas passer à côté de ce variant-là, et il faut poser le diagnostic le plus rapidement possible. Sur le plan phénotypique, la maladie de Gaucher peut survenir à n'importe quel âge. Toutefois, presque la moitié des cas sont diagnostiqués avant l'âge de 10 ans. Donc, au cours de la première décennie, la moitié des patients ont déjà l'installation des symptômes. La maladie est caractérisée également par une sévérité très variable, allant des formes asymptomatiques de l'adulte aux formes sévères du nourrisson. Donc, l'apparition de symptômes au cours de l'enfance signe la sévérité de la maladie. Plus les symptômes apparaissent précocement, plus c'est une maladie, la maladie de Gaucher devient plus sévère. Donc, l'hétérogénéité phénotypique, c'est le mot vraiment qui définit la maladie de Gaucher, avec une évolution imprévisible, avec l'installation de certaines atteintes qui sont irréversibles. Donc, la maladie de Gaucher, c'est une maladie multisystémique par excellence, qui associe à des degrés variables une atteinte viscérale, hématologique, osseuse, atteinte neurologique pour les formes neurologiques, mais qu'on va voir que même les formes non neurologiques ont décrit de plus en plus une atteinte neurologique primitive, ce qui va constituer des limites à l'atteinte neurologique, ainsi qu'une asthénie et un retard de croissance dans la population pédiatrique. Commençons par l'atteinte viscérale. Elle est dominée par la viscéromégalie, notamment la splénomégalie, qui touche presque 90% des patients atteints de la maladie de Gaucher. Et cette viscéromégalie va se compliquer de compression mécanique, d'hypersplénisme. Il faut savoir que la cirrhose et l'hypertension portale sont rares. L'atteinte osseuse, elle est très fréquente et elle évolue à bas bruit. Donc, elle est quasi présente chez tous les cas atteints de la maladie de Gaucher, et ceci secondaire à l'infiltration médulaire par les cellules de Gaucher, ce qui va induire une perturbation du remodelage osseux et du réseau vasculaire.
Donc, sur le plan clinique, cette atteinte osseuse, elle évolue à bas bruit, arrivant jusqu'aux complications malheureusement irréversibles, sans poser, pour autant poser le diagnostic. Il y a vraiment une discordance entre une atteinte viscérale et hématologique modérée, contrastant avec une atteinte osseuse sévère. Donc, le rôle aggravant de la splénectomie dans l'installation et la sévérité de l'atteinte osseuse a été prouvé, ce qui va limiter le recours à la splénectomie dans l'arsenal thérapeutique de la maladie de Gaucher. Donc, cette atteinte osseuse, elle est très variable, très hétérogène, allant des douleurs osseuses chroniques, donc invalidantes, aux crises douloureuses pseudo-ostéomyélitiques. D'ailleurs, on a diagnostiqué plusieurs cas sur le fait d'une présentation pseudo-ostéomyélitique ou bien donc des ostéonécroses aseptiques. Donc, l'origine infectieuse a été éliminée et le fait d'avoir une récurrence de ces épisodes-là doit faire évoquer la maladie de Gaucher. Donc, l'atteinte hématologique également, elle est quasi constante, elle est multifactorielle. D'une part, l'infiltration médulaire par les cellules de Gaucher, l'hypersplénisme et le rôle toxique, l'effet toxique du glucosyle sphingoside. Donc, les cytopénies sont très fréquentes, notamment la thrombopénie qui est sévère dans presque le quart des cas. L'anémie est le plus souvent modérée et les leucopénies sont rares, mais on remarque une fréquence de plus en plus augmentée de la lymphopénie chez les patients atteints de la maladie de Gaucher. Les troubles de l'hémostase sont également très fréquents et ceux-ci secondaires au déficit en facteurs de coagulation. Donc, pour l'hyperféritinémie, elle est très fréquente. Elle touche presque 85% des patients atteints de la maladie de Gaucher, donc signant l'inflammation chronique dont on souffre ces patients-là. Et surtout, on la demande car elle a un effet prédictif de la sévérité de la maladie, notamment la sévérité de l'atteinte osseuse. Les patients atteints de la maladie de Gaucher ont le plus souvent une hypergamma-globulinémie. Donc, dans le cadre de l'inflammation chronique, il faut savoir que le plus souvent, c'est une hypergamma polyclonale. Toutefois, on peut trouver quelques gammapathies monoclonales de signification indéterminée. Les patients atteints de la maladie de Gaucher ont un taux plus élevé que la population générale en auto-anticorps, notamment les anticorps antiphospholipides. Toutefois, il n'y a pas de différence significative quant au risque thromboembolique. Et les patients atteints de la maladie de Gaucher sont plus exposés par rapport à la population générale aux désordres lymphoprolifératifs, notamment la myélome multiple, ou bien les leucémies lymphoïdes chroniques, ou bien les lymphomes non-Hodgkiniens. Arrivons à l'atteinte neurologique, il faut savoir qu'il y a un continuum phénotypique entre les différents types de la maladie de Gaucher, à savoir le type 2 et le type 3 qui sont connus déjà d'atteinte neurologique, mais les nouveautés, c'est que des patients atteints de la maladie de Gaucher de type 1, auparavant exempts d'atteinte neurologique, donc ils n'ont pas d'atteinte neurologique, on a constaté de plus en plus donc, des cas de neuropathie périphérique, mais essentiellement une maladie de Parkinson qui est très fréquente. D'ailleurs, les patients atteints de la maladie de Gaucher de type 1 ont un risque de 6 à 17 fois plus que la population générale pour développer une maladie de Parkinson caractérisée par sa sévérité et également par la précocité d'installation. Ceci peut être expliqué par que le déficit en glucocérébrosidase va entraîner donc l'absence de dégradation de l'alpha-synucléine qui va polymériser et entraînant la formation des corps de Lewis. D'autres atteintes peuvent être rencontrées au cours de la maladie de Gaucher, mais qui sont beaucoup plus rares, à savoir l'atteinte cardiaque, notamment l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est une complication sévère, notamment chez les dames, les femmes enceintes, donc atteintes de maladie de Gaucher qui sont enceintes, et l'atteinte pulmonaire, notamment une pneumopathie interstitielle. Et les patients atteints de la maladie de Gaucher ont un risque accru
de tumeurs malignes, aussi bien des leucémies que des tumeurs solides. Ceci lié à la perturbation du micro-environnement cellulaire et cytokinique, et d'autre part à un défaut catabolique des cellules néoplasiques. Donc, comment on va poser le diagnostic d'une maladie de Gaucher? Il faut savoir que le dosage des biomarqueurs a plutôt donc le rôle, c'est plutôt l'évaluation de la sévérité de la maladie, et c'est un critère de surveillance après traitement. Toutefois, le gold standard reste le dosage enzymatique, donc qui peut être réalisé au laboratoire de biochimie hôpital Farhat Hachet Sousse, et également l'étude moléculaire qui peut être réalisée soit dans le laboratoire de biochimie Farhat Hachet Sousse ou bien dans le service de génétique de l'hôpital Charles-Nicolle. Les dosages des biomarqueurs, essentiellement la chitotriosidase et le lysio-GB1, sont également réalisés dans le laboratoire de biochimie Farhat Hachet Sousse. Pour la prise en charge, il faut savoir que les différentes approches thérapeutiques découlent du mécanisme physiopathologique de la maladie de Gaucher. On a des lésions géniques, donc qui vont entraîner un déficit enzymatique, ce qui va entraîner une accumulation de substrat, donc du glucoside cérébroside, et ce qui va entraîner donc une maladie de surcharge. Donc, de ce fait, les différentes approches thérapeutiques, on a la thérapie génique, comment on va pallier au déficit enzymatique par la greffe de moelle osseuse ou bien l'enzymothérapie substitutive, le traitement réducteur du substrat pour essayer de diminuer ce substrat-là qui va s'accumuler, et bien sûr le traitement symptomatique des complications, ça rentre dans le traitement symptomatique. Donc, il faut savoir que le traitement spécifique actuellement repose sur 2 volets, essentiellement la restauration de l'activité enzymatique, soit par l'enzymothérapie substitutive, soit par la thérapie par les molécules chaperones, donc qui permettent de restituer une activité enzymatique des enzymes mal conformées, donc la greffe de cellules souches hématopoïétiques ou bien la thérapie génique. Et le traitement réducteur de substrat permet de réduire l'accumulation du glucosyl cérébroside au niveau lysosomal. Il faut savoir que ces 2 thérapies, donc ces 2 grands mécanismes ont prouvé leur efficacité. Concernant l'enzymothérapie substitutive, donc l'introduction de la première enzymothérapie substitutive remonte en 1991, qui a complètement modifié le pronostic avec donc une efficacité aussi bien sur le plan clinico-biologique, sur l'atteinte osseuse, sur toutes les atteintes. Actuellement, en Europe, il y a 2 enzymothérapies qui ont l'AML, à savoir l'imiglucérase pour le type 1 et 3 et la vélaglucérase pour le type 1. Donc la troisième enzymothérapie, qui est la taliglucérase, n'a pas encore l'AMM européenne. Donc vous voyez ici l'efficacité de l'enzymothérapie dans le nettoyage de la surcharge cellulaire. Quant au traitement réducteur de substrat, donc le grand avantage, c'est la voie orale, d'une part, donc contrairement à l'enzymothérapie substitutive qui se donne par voie intraveineuse, et le passage de la barrière hémato-encéphalique. Donc, sur le plan physiopathologique, le traitement réducteur du substrat va inhiber la glycosylcéramide synthase, donc il va diminuer la synthèse du glucosyl céramide qui est accumulé dans la maladie de Gaucher, et on a 2 molécules qui ont été développées. La première molécule qui est le Muglusta, mais qui est actuellement délaissée, elle n'est plus utilisée de fait de la fréquence de ses effets indésirables, notamment digestifs. Et à partir de 2015, il y a le nouveau traitement donc réducteur de substrat qui est le Liglusta, qui est un analogue spécifique de la céramide, donc il va entraîner une inhibition spécifique de la glycosylcéramide synthase, et qui a prouvé son efficacité au cours de la non-infériorité par rapport à l'enzymothérapie substitutive.
Les molécules chaperon, ce sont des petites molécules qui permettent d'assister les protéines qui ont une configuration structurelle et fonctionnelle mal conformée, ce qui va stabiliser leur donc, il va permettre leur stabilisation, il va, augmenter l'activité, de la enzymatique et diminuer l'apoptose, secondaire à la pro-inflammation. Donc, il y a plusieurs molécules avec des résultats prometteurs, mais qui sont au cours de l'étude. L'allogreffe des cellules souches hématopoïétiques, et c'est une alternative thérapeutique quand l'enzymothérapie n'est pas disponible, mais elle doit être précoce, donc avant l'installation des lésions neurologiques irréversibles, notamment dans le type 3. Donc, les monocytes dérivés des monocytes du donneur vont proliférer, ils vont remplacer les cellules déficitaires, ils vont se mettre à sécréter l'enzyme, ce qui va restituer l'activité enzymatique et traiter la maladie. Concernant la thérapie génique, il s'agit d'une maladie génétique, monogénique. Donc, la thérapie génique constitue un transfert de gènes. Donc, on va introduire dans l'organisme un gène médicament pour remplacer le gène déjà muté. En plus du traitement spécifique, il y a le volet symptomatique qui est très très important. Il doit être proposé à chaque fois que c'est indiqué, avec un support transfusionnel, donc le traitement antalgique des douleurs, le traitement par biphosphonate pour l'ostéoporose, les traitements antiépileptiques pour l'épilepsie, donc un mot pour la splénectomie. Donc vu son rôle aggravant de l'atteinte osseuse, elle doit être évitée. Toutefois, elle garde quelques indications. Après, bien sûr, concertation pluridisciplinaire, elle est réservée aux cas résistants à l'enzymothérapie substitutive, et lorsqu'elle est indiquée, elle doit être partielle et non pas totale. Passons maintenant à l'expérience tunisienne. Comme je viens de l'annoncer, la maladie de Gaucher, c'est la maladie lysosomale la mieux caractérisée aussi bien sur le plan épidémiologique, clinique et génétique. Et ceci, c'est grâce aux fruits de plusieurs travaux faits sur la maladie de Gaucher, notamment des études multicentriques, l'étude de l'histoire naturelle qui a fait l'objet d'une thèse de doctorat en médecine, et le service de pédiatrie et maladies métaboliques, l'ARAPTA, constitue un centre reconnu sur le plan international, un centre d'essais thérapeutiques où on a mené 6 essais thérapeutiques sur la maladie de Gaucher. Donc, le registre national de la maladie de Gaucher, c'est le fruit d'un projet de valorisation des résultats de la recherche, donc, qui a été initié au début en 2007, suite à l'enquête multicentrique dans le cadre de l'unité de recherche et de dépistage des maladies métaboliques héréditaires, qui a fait par la suite de l'association tunisienne de maladies, donc le laboratoire de recherche, pardon, laboratoire de recherche sur l'étude des maladies métaboliques héréditaires, et on a inclus tous les patients ayant une maladie de Gaucher confirmée, aussi bien par le dosage enzymatique, plus ou moins l'étude génétique, et on a pu classifier. Donc, les cas non confirmés, les a mentionnés comme étant des cas probables, mais sans pour autant être inclus dans le registre. Donc, actuellement, on a 152 cas confirmés appartenant à 103 familles, avec une incidence annuelle de l'ordre de 5 à 6 cas par an. Donc, si on voit la classification, on a 100 patients qui sont atteints du type 1, 24 patients du type 2 et 28 patients du type 3. Donc, vous voyez, presque le un tiers des cas constituent des formes neurologiques. C'est une caractéristique de notre population tunisienne. Sur le plan thérapeutique, on a les 2 stratégies actuelles, c'est l'enzymothérapie substitutive et le traitement réducteur de substrat. La greffe de moelle osseuse a été essayée chez 7 patients, mais le dernier patient, c'était en 2012. Donc actuellement, on a en tout 56 patients qui ont pu être traités, 43 recevant une enzymothérapie substitutive, donc 37 à titre compassionnel, faisant suite soit à des essais thérapeutiques ou bien
dans le cadre de programmes compassionnels offerts par les 2 laboratoires détenant l'enzymothérapie substitutive et 6 patients, reçoivent leur traitement enzymatique substitutif, après accord de l'ACNA. Donc, le traitement réducteur de substrat, il y a 6 patientes qui ont été incluses dans, l'essai thérapeutique. Puis, dans la phase de, l'extension, il y avait 4 patientes qui ont, reçu donc qui ont, suivi le, 2e essai thérapeutique et actuellement, il y a, 3 patientes parmi l'incluse qui reçoivent encore l'enzymothérapie le traitement réducteur de substrat, pardon, à titre compassionnel. Concernant la greffe de moelle osseuse, il y avait 7 patients qui ont été greffés, dont un adulte. La dernière, remonte à 2012, donc avec comme résultat 4 succès. Donc, un patient décédé très rapidement par une, septicémie, ACMV, dans le mois qui suit la greffe et 2 patients qui ont un rejet, l'un clinique, clinico-biologique et l'autre, juste un rejet biologique. Donc, en conclusion, la maladie de Gaucher, c'est une maladie multisystémique à multiples facettes. Donc, vous avez vu l'hétérogénéité clinique, biologique, radiologique et au sein de la même famille, on a constaté une hétérogénéité, donc aussi bien interfamiliale que intrafamiliale. L'étude des cas dans notre registre et l'étude des cas tunisiens ont montré la fréquence des formes neurologiques. Donc, je vous rappelle que dans la population mondiale, les formes neurologiques constituent moins de 5% ou bien 6% des cas. Quant à nous, ça avoisine le un tiers, donc ça avoisine les 30%. C'est une constatation qui est très alarmante. Donc, essentiellement secondaire à notre background, génétique, donc elle est multifactorielle, mais la prédisposition génétique, notamment les gènes, pourvoyeurs de donner une atteinte neurologique sont très fréquentes dans notre population, même dans notre population à titre, donc hétérozygote. Les enfants sont, le plus souvent touchés. Contrairement, à ce qui est décrit dans la littérature, donc où c'est plutôt l'apanage des adultes et le phénotype apparu au cours de l'enfance, c'est un phénotype sévère qu'on ne doit pas zapper et qui va, consister, donc une indication thérapeutique vraiment, très urgente. J'insisterai sur l'importance d'un diagnostic précoce, donc aussi bien on doit poser le diagnostic sur le plan enzymatique, mais également sur le plan génétique afin d'établir donc une corrélation génotype-phénotype, bien qu'elle est, incomplète, mais il y a certaines mutations qui sont corrélées à un type neurologique qu'on doit traiter avant l'installation même des signes neurologiques afin d'éviter l'évolution de ces signes-là, même après traitement. Donc, les atteintes neurologiques vont évoluer pour leur propre compte. C'est donc, il faut bien sûr donc, diagnostiquer précocement et dépister les premiers signes pour pouvoir donc traiter à temps. La prise en charge, doit être, pluridisciplinaire vu l'atteinte systémique et l'enzymothérapie. J'insisterai sur l'enzymothérapie substitutive qui a complètement changé le pronostic et l'évolution de la maladie. Donc on va avoir un enfant ou bien un adulte qui est, actif, qui mène une vie strictement normale avec une qualité de vie qui est satisfaisante, donc sans douleur, sans, complications. Donc c'est, vraiment un tournant, dans la prise en charge de la maladie de Gaucher. C'est vrai, l'allogreffe de moelle osseuse constitue une alternative thérapeutique,
surtout dans notre contexte où l'enzymothérapie substitutive n'est pas encore prise en charge et le traitement réducteur du substrat est réservé aux formes de l'adulte. Donc, et également, il n'est pas pris en charge, mais on est confronté vraiment à plusieurs problèmes de morbimortalité, de problèmes de stérilité, de croissance, etc. Donc, le registre tunisien de la maladie de Gaucher est d'une grande importance. Donc vraiment, c'est un acquis qui est très important, il nous a permis, d'une part, de recenser le maximum des cas de maladie de Gaucher, et j'invite tous les intervenants à déclarer et à saisir les données de leurs patients au niveau du registre tunisien pour pouvoir avoir des chiffres donc exact, et un recensement et un recrutement exhaustif, mais également, c'est pas un registre statique, mais c'est une étude longitudinale, étant donné que les données des patients, donc ils sont entrés au fur et à mesure à chaque consultation. Donc ça constitue vraiment un suivi longitudinal de ces patients-là. Donc, dans notre contexte, le conseil génétique et le diagnostic prénatal sont encore justifiés, puisque le traitement spécifique n'est pas toujours disponible. Et